On a le temps là de regarder parce que tout à l'heure ce sera l'arrivée dans 32 km, on n'aura pas le temps. Attention, 32 km entre deux ascensions, c'est très peu, hein, donc oui. Le temps de récupération est moindre que d'habitude aussi. Et alors vous allez voir ce fameux virage évidemment à gauche. Je voudrais aussi signaler tous ceux qui sont dans ce mur. C'est comme s'il y avait une échappée, mais pour nous c'est notre équipe de tête. Bruno Schronweiler, Frédéric Florisson, Dominique Rossignol, Nathan Melchior, Nicolas Anseroul, Vincent Groslo, Colin Wulput, José Magalienche, Nicolas Anseroul et Olivier Van Gelder qui sont tous là dans le mur pour vous montrer ces images. Vous allez nous prendre pour des fous parce que maintenant que les coureurs arrivent, il y a du soleil alors qu'à quelques instants je vous assure qu'il pleuvait. Vous ne croirez pas, mais bon, heureusement qu'on est deux pour pouvoir témoigner. Et donc le fameux virage ici, Claudie Criquillon qui est ici comme invité est venu nous voir. On se souvient de la façon dont il avait berné Rooks en obligeant le Néerlandais à prendre l'intérieur et donc le passage évidemment le plus pentu, ce qu'il ne faut jamais faire, et c'est comme ça qu'il s'était envolé vers un deuxième succès, lui qui a gagné ici avec le maillot de champion du monde sur les épaules. Et regardez cette foule malgré une météo qui est tout à fait différente. Il y avait certainement quoi 15 degrés de plus l'année dernière. Il faisait beaucoup plus certainement chaud. Et le public est là, toujours a répondu présent. Je vous rappelle que vous pourrez revoir également les 30 dernières minutes ce soir sur la 2 de cette flèche wallonne. La foule est là, enthousiaste, attention. Et voilà le fameux virage, hein. Vous voyez qu'on prend pas trop à l'intérieur. Pas aller trop à l'intérieur. Et là, si vous passez avec votre voiture et que vous vous mettez en deuxième, vous êtes la honte de tout le monde. C'est comme dans le Koppenberg, vous faites ça en premier, vous prenez pas de risque sinon. Et Bellemaker qui est un petit peu plus fort qu'Anthony Roux. Vous voyez, exact. Anthony Roux qui a du mal à s'accrocher. Alors les braquets, en général, on utilise le 39-23, 21 pour l'effort, oui. 25 quand on n'est pas très bien. Ce matin, j'ai posé la question à un ancien vainqueur, Rick Verbrugge, et figurez-vous qu'il avait 41-23. Lors de la dernière ascension, il avait mis le 21. 41-21 pour venir gagner ici. Et on voit la différence de style aussi. Bellemaker en danseuse. Maintenant seulement le Français Roux se met en danseuse. Et il s'accroche, il revient. Alors ce sont les Liquigas qui emmènent devant l'équipe Lambré. Les deux équipes italiennes représentées aux 3 premières places. Van Endert a l'air toujours d'avoir un magnifique coup de pédale. Il est très bien. Il me fait une énorme impression. Il y a le Van Endert. Pouls est bien placé aussi. Philippe Gilbert un peu en retrait pour le moment à côté de Visconti, le champion d'Italie. Et on voit que cette deuxième ascension est quand même beaucoup plus rapide que la première. Bien sûr. Frank Schleck sur la droite. Il est loin, Franck. Il est plus loin. Et on est encore loin quand même du sommet. En revanche, Maxime Montfort est très bien placé aux avant-postes. C'est le premier coureur de l'équipe Radio Shack qui se trouve là. Avec Rodriguez, Freire également en 7e position. Horner, exact, toujours. Van Endert en 4e position. Je pense que c'est Pouls qui est là, le coureur de l'équipe Vacances Soleil. Et voilà, Bellemaker et Roux qui vont passer maintenant pour la deuxième fois sur cette ligne. Bellemaker et Roux à 31 km de l'arrivée et le peloton sur les talons. Avec en effet Pouls qui se trouve là, Horner, Van Endert qui est bien. Très bien. Je me demande si c'est pas encore parti. C'est Horner qui est en train d'attaquer, il me semble. Horner qui essaie de forcer. Horner qui part avec Pouls. Et j'ai vu aussi Cherel, le coureur français en 3e position. Van den Broek, et je pense très bien en 4e position. Très bien Van den Broek. Et Nao aussi. Et Nao aussi en effet. Rojas, Mollema, Gilbert qui est bien dans la roue de Mollema. Les Colombiens passent maintenant. Van Avermaet est un petit peu plus loin. De Greef. Je regarde s'il y a des favoris qui sont pour le moment en difficulté. C'est vraiment tendu. Et voilà seulement Valverde. Oh là là, il est loin. C'est mauvais, il est très loin, Valverde. Il a peut-être été piégé au pied. Oui, c'est possible. Hein. Tanking qui passe maintenant. En tout cas, parmi les favoris, avec ce que j'ai vu, c'est pour le moment Valverde qui est le moins bien. Oui, on a déjà des cassures. Probablement que ces coureurs ne reverront pas la tête. Si on a un vent plutôt de côté en haut du mur de oui. Oui, Gilbert ne pourra plus compter sur l'eau de Leix. Didier qui vient de passer aussi. Laurent Didier, oui, qui avait propulsé de Clerc, c'est normal, il a beaucoup travaillé. C'est quand même monté relativement vite. Et on retrouve Laurent sur la moto. Ouais. On est au sommet du mur hein, et on est sur le plateau et le vent, c'est vraiment... Le vent est tombé ici, il y a quasiment le vent.
Donc c'est un paramètre qui va être important. Oui, vous avez raison. Et donc là, on a toujours nos deux hommes de tête qui vont presque voir revenir. C'est Christopher Horner probablement qui va être le premier à déboucher en bas de l'écran. Il y a encore des coureurs qui passent maintenant avec énormément de retard. Oui, eh bien, il a tout donné, c'est fini pour Florencio. Voilà, on temporise dans le peloton, vous voyez. Cherel qui passe en tête. Je viens de voir passer le petit Gilles de Villers maintenant, oui. Donc des gros écarts, hein, en tout cas. Et Horner, bien placé. Montfort n'est pas loin non plus. Voici, regardez, Montfort arrive à gauche. Van Den Broek a fait une très bonne ascension du mur. Il a de bonnes sensations. Et Montfort va peut-être essayer. Oui, alors ça, c'est plutôt bon signe pour Valverde qui était loin ici sur le passage de la ligne. Si on temporise un peu, ça va permettre à des coureurs de revenir. C'est Tanking, il me semble, non? Non, non, certainement pas. Tendam. Non, ça ne peut pas être Tanking. Il était beaucoup trop loin. Je pense que c'est plutôt Tendam. J'ai vu Tanking passer Rodrigo. Complètement à la ramasse. Oui. Oui, dans le deuxième groupe, mais il est avec Van Avermaet, ils sont pas très loin. Hein. Ouais, donc c'est bien Tendam qui a pris le relais. Avec, je pense, Bardet. Avec Visconti, Rojas. Et on essaie de sortir hein, avec Glinski. Oui. Et c'est Seri, je pense, qui essaie d'aller dans la roue. Oui, c'est un peu brouillon. On n'a pas de véritable organisation, ni même une équipe qui prend la direction des opérations. Il y a un groupe de coureurs qui se sent légèrement en retrait dans la montée du mur qui y va alors qu'il y a une chute apparemment d'un coureur. Et ce serait Petrov, Evgeny Petrov qui est au sol. Oui, on retrouve à peu près une soixantaine de coureurs et vous voyez que le groupe probablement Valverde est en train de réintégrer la tête de ce peloton. Est-ce que ce n'est pas Sant'Ambrogio qui est venu se mettre devant pour Philippe Gilbert, je crois? Pour la formation de Et attaque d'un coureur de l'équipe Movistar. Ouais. Alors c'est qu'on a dû lui dire quand même que Valverde était rentré. Je me demande si c'était pas Rui Costa ça. Avec un équipier de Simon qui vient aussi. Voilà, il demande. C'est vrai que ce serait intéressant de tourner, de se relayer, sinon on ne peut pas créer d'écart. Et un Garmin maintenant qui essaie de sortir ou un Sky. Garmin, j'ai l'impression. Oui, Garmin. Plus que 27 secondes d'avance pour le duo de tête. Les coureurs vont prendre légèrement sur leur gauche pour aller chercher après la côte d'Amé, qui est une nouvelle difficulté. Voilà. Rodrigo. Oui, Laurent. Et voilà, maintenant on est à nouveau sur le plateau. Le vent est revenu, le vent est latéral, il se lève à nouveau. Donc, risque de bordure. Attention, vigilance. Voilà, vous voyez, à l'arrière du peloton, c'est difficile. On ne peut pas continuer. Et là, on a des coureurs qui sont piégés. Exact. Veukelem notamment. Et juste devant lui, il me semble avoir Peter Jacobs. Char aussi. Oui, oui. Pour l'équipe BMC, c'est Char. Est-ce qu'on a des favoris qui se sont fait piéger? Voilà Tanking, vous aviez raison. Oui, je l'ai vu dans le tout dernier, ça ne pouvait pas être... Il aurait dû prendre l'hélicoptère pour revenir. Et voilà, ça c'est typique des bordures. Alors s'il y a une organisation à l'avant, impossible de rentrer. Alors les trois gars qui sont là, qui se sont détachés, qui sont en haut de votre écran, Rui Costa, à gauche, c'est de nouveau Trofimov. Et le grand garçon là, pour moi, c'est Brice Feillu. Oui, qui était dans la formation
Léopard Trek. C'est le frère du sprinter de Romain. Romain, et qu'on avait vu il y a quelques années dans le Tour de France, notamment dans une montée en Andorre qui était assez exceptionnelle. Voilà, pour son premier Tour de France, Oui. sa première Il saison. n'a pas confirmé. Il était aussi l'année dernière dans l'équipe du Giro qui a dû renoncer à la suite du décès de Walter Weiland, Oui. évidemment. Et on se retourne. Voilà, l'ambiance n'est pas très bonne, on ne collabore pas véritablement. Et donc, Trofimov, Feyu et Rui Costa repris. Mais comment faut-il interpréter l'attaque de Rui Costa au moment où Valverde est en difficulté? Alors probablement De une la même erreur. manière que quand Freire est parti, quand Ouais, moi, Rodriguez lui a dit que j'étais pas bien? Si vous voulez, quand on est dans le mur de oui, on ne peut pas évidemment savoir où se trouvent tous les coureurs de l'équipe. Et si Valverde ne signale pas à la radio le fait qu'il est en difficulté, évidemment, Costa pense tout naturellement que Valverde est dans les tout Donc premiers. on ne tirera pas trop vite des enseignements. En tout cas, Non. ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de nouveau des bordures qui se sont faites. Regardez. Voilà, mais on tourne légèrement sur la gauche. Donc là, les coureurs vont prendre un vent légèrement favorable. Donc ça va accélérer l'allure. Entre le sommet du mur de oui et le sommet de la côte d'Amé, il n'y a quand même que 15 km. Hein, donc ce sera assez rapide. Peu. Puis il y aura 6 km entre les sommets d'Amé et de Villers-le-Bouillet, dont le sommet est situé à 6 km. Et c'est Visconti qui attaque maintenant. Oui, le champion d'Italie. Alors est-ce que... Manifestement, il y a quelque chose chez Movistar. Ou une erreur de communication, ou alors Valverde tout simplement a réintégré le gros du peloton et a donné le feu vert. Qui est le coureur qui va dans sa roue? Je pense si c'est pas le petit Slachter. Pour la Rabobank. Ouais. Oui. Et là, vous voyez, la chaussée est humide, donc il faut être vigilant. Quand on alterne comme ça des chaussées sèches et humides, on peut parfois se faire piéger. Très très dangereux. Voilà. Regardez, ça c'est Avec les quand bandes même qu'on ne blanches. vous a pas raconté que des bêtises. Non, Rodrigo, Oui, Laurent. je pense pouvoir vous dire que Valverde a réintégré le groupe devant, puisque quand nous nous sommes arrêtés un peu après le mur, il avait, avec son groupe et Van Avermaet, ils avaient une cinquantaine de mètres de retard sur le groupe avec Horner, avec Gilbert, avec les autres favoris. donc ça D'accord. paraît logique. D'accord. Merci Laurent. Voilà, on ne laisse pas Visconti faire. Alors attention, ces petites portions avec des légers pavés. On aperçoit Philippe Gilbert là sur le bas de l'écran avec son maillot de champion de Belgique. Et nos deux hommes qui ne possèdent plus maintenant que 15 secondes. Et c'est bien Slachter qui est donc Qui était sorti avec Visconti. qui est sorti. Tom Jelle Slachter. Voilà, vous voyez, ça c'est des portions qui sont relativement difficiles à aborder dans les bois. L'allure est rapide et c'est Roux qui mène la danse. Ils ne veulent pas s'avouer vaincus. Non, non. On ne baisse pas les bras comme ça sur la Flèche Wallonne 2012. Tout est serré à 24 km de l'arrivée. On a 15 secondes d'avance sur Visconti. Et 24 sur le peloton. Voilà, donc ça se tient dans un mouchoir de poche. Le peloton, et vous voyez Philippe Gilbert qui remonte sur la droite. Visconti, 3 fois champion d'Italie. Vainqueur de la Classica Primavera et 26e au sommet du Cauberg. Et avec lui, Tom Slachter, 22 ans, originaire de Groningen, qui était dans la chute avec Weiland Oui. autour d'Italie il y a presque un an. Champion des Pays-Bas espoir en 2010, 7e de Liège, Bastogne-Liège espoir, 4e du Tour de l'Avenir. Attention, jeune néerlandais qui a beaucoup de qualité. Et Visconti, le Turinois, dont les meilleurs résultats dans des classiques eh bien, sont à aller chercher au Tour de Lombardie, 4e, 7e, 9e. Vous voyez toute la vigilance dans cette descente. 16 secondes. Et bientôt, la côte d'Amé imminente. Elle se pointe là pour les deux hommes de tête. Et tout le monde dans un mouchoir en une trentaine de secondes.
Oui, on le voit, les coureurs qui progressent avec un vent favorable. Donc évidemment, c'est pas forcément négatif pour des hommes qui se trouvent à deux. Regardez cette image du peloton en file indienne où on a notamment vu que Philippe Gilbert avait quand même repris une vingtaine de places. Et c'est les lotos, hein. C'est toujours les lotos qui continuent de rouler avec les... Et une chute. Katusha. Il y a une chute dans la descente. Laurent nous annonce une chute dans le peloton, Laurent. Ouais, une chute d'un Colombien. Ah oui, avec, oulala. Et le petit frère Van Aendert aussi qui a été impliqué mais qui repart lui. Je me demande si c'est pas le même Colombien qui était dans l'échappée. Ah, c'est Suarez, oui. Qui était dans l'échappée à Milan-San Remo, Rodrigo. On va le revoir. Merci Sur la Laurent. droite. Ici à droite de l'image avec en effet Denis Van Aendert qui tente lui de récupérer le vélo. Oui, qui chute dans une portion relativement droite. Il a dû probablement mordre la roue avant dans le bas-côté. Oui, et apparemment ça n'est pas Suarez, c'est Robinson Eduardo Chalapun. Chalapun, le malheureux Colombien qui se retrouve ainsi au sol. 5e du Tour de l'Ain l'année dernière. Le coureur qui est tombé. Voilà, c'est les équipiers de Joaquim Rodriguez qui prennent aussi leurs responsabilités. Donc clairement, depuis le début du reportage, on a quand même Rodriguez et Van Aendert qui ont passé des consignes. Avec un Trofimov qui s'est quand même déjà mis deux fois dans des contres. Qui a essayé d'annihiler toute tentative d'échapper. Alors du côté de Valverde, on a plutôt décidé de jouer sur l'offensif, c'est-à-dire qu'on a lancé des coureurs à l'avant et Visconti a probablement pour mission d'essayer de durcir la course. En sachant évidemment que Visconti est en bonne condition. Il a remporté dimanche dernier le Grand Prix Primavera en Espagne. Devant son coéquipier Valverde. 20 km de l'arrivée pour les hommes de tête. Bellemac, je rappelle quand même qu'ils sont partis au kilomètre 50. Il en reste 20. Vous n'avez pas grand-chose à se reprocher. Ils ont fait une très belle course aujourd'hui. Ah, je pense que Gérard Bullen s'est satisfait de son coureur. Visconti et Slachter qui se relaient aussi. Enfin, quand on voit quand même comment Valverde a grimpé le mur de Huy il y a quelques instants et les attitudes de Rui Costa et de Visconti, ce n'est quand même pas très bon signe. On peut toujours se tromper, mais ce n'est pas très bon signe. Non, non. Mais ce sont les deux meilleures cartouches après Valverde. Hein. Que reste-t-il? Madrasso, oui. Kirienka, ça me paraît quand même un peu léger pour jouer la gagne en cas d'arrivée massive. Voilà le Grand de Grève qui va se mettre en deuxième position. Et si vous mettez derrière lui, le vent, on ne connaît pas. On est bien apprêté. Encore un équipier de Valverde en troisième position. Et Van Aendert qui n'a quasiment jamais quitté la tête. Hein. Un nom qui est bien placé, qui a l'air relativement serein en quatrième position. Je pense que c'est toujours Trofimov hein, qui continue son effort. Trofimov qui a été désigné. Qui à l'époque où il était dans une équipe française était considéré comme peut-être un futur leader. Et Andy Schleck qui est quand même devant avec Maxime Montfort dans sa roue. Pour le moment c'est Franck qui reste très discret. Oui. Rodriguez apparaît là avec notamment Freire et Moreno. C'est le trio fatal pour Katusha. Et le dernier peloton est à 1,15 donc à la suite des cassures. Hein. Et on voit quand même que la deuxième ascension du mur. Mais répétons-le, ce qui est quand même un élément important, Cédric Vasseur, c'est que il n'y a que peu de kilomètres entre la deuxième et la troisième ascension du mur. Donc peu de temps de récupération. C'est rapproché. Et le petit handicap peut-être pour les attaquants, c'est ce vent défavorable qui va accompagner les coureurs du sommet de l'avant-dernière difficulté jusqu'au pied du mur de Huy. Mais vous voyez, les conditions météo sont en train de se dégrader. Ici, sur la ligne d'arrivée, il est en train de tomber une bonne petite averse. Ah oui, là, c'est parti. Et donc ça peut vraiment avoir une influence. Vous voyez, dans ces portions sinueuses, il faut être vigilant. Oui, les risques de chute sont multipliés, réels, alors que Visconti et Slachter sont sur le point d'être repris par le groupe dans lequel se trouvent tous les favoris.
Et on se dirige toujours, malgré le changement de parcours, vers une course de côte. Regardez-moi le nombre de coureurs encore là. Et l'extrême vigilance de chacun, bien pouvoir choisir sa trajectoire. On voit que Philippe Gilbert est en train de se rapprocher du top 10 de plus en plus. Il grignote place par place. On peut lui faire confiance. Ce qui concerne la qualité, la faculté de se placer. Ben, il fait aussi bon ici qu'au Tour du 31. Hein. Oui, Laurent. Le peloton est groupé dans la descente. Et bien, tous les groupes se sont formés en un seul. Les Radio Tour nous annoncent encore un groupe à 1,15. Donc, ben alors, à mon avis, c'est... Alors, c'est quelques coureurs qui ont été lâchés, ça, Rodrigo. Mais je peux vous dire qu'ici, on a le plus gros du peloton. Oui. Donc, encore beaucoup de coureurs. On va voir si les côtes d'Amay et de Villers-le-Bouillet peuvent encore ou non faire une sélection. Regardez d'ailleurs comme les nuages sont noirs au-dessus de la tête des coureurs, là. Et ici, c'est... Oh là là, c'est l'averse qui tombe ici sur la ligne est d'une violence absolument inouïe. Et arrose tout ce courageux public qui est là. Oui, quoi qu'il en soit, la chaussée sera humide pour la dernière ascension du mur de Huy. Et ça, c'est aussi une difficulté. Vous savez, vous pouvez patiner facilement. Il n'y a pas qu'en voiture qu'on patine, en vélo aussi. Donc peut-être avantage à un coureur qui aura un développement un petit peu plus faible. Alors que les coureurs, eux, ont la chaussée plus ou moins humide, sèche, pardon, pour le moment. On nous annonce que le peloton revient sur les deux. Mais moi, je vois surtout les deux revenir sur les hommes de tête. On se dirige vers un regroupement au pied de la côte d'Amay. Visconti Slagter évidemment beaucoup plus frais, hein, c'est tout à fait logique. Oui. Champion d'Italie, l'Italie on vous l'a dit qui a retrouvé des couleurs. Voilà, virage sur une route complètement sèche et ça va beaucoup mieux. Donc 4 secondes pour Bellemaker et Roux et probablement 4 secondes de retard pour le peloton sur ces deux hommes. Confirmation de ce que vous disiez Laurent Bruvier, peloton regroupé. Et donc au pied de la côte d'Amay, pratiquement en regroupement, voilà. 4 hommes en tête. Voilà la côte d'Amay. Alors est-ce que cette côte sera capable de faire une vraie différence ? Il faudra faire attention avec la côte suivante, hein. Surtout si la route est humide, on verra. Mais la côte, l'approche de la côte de Villers-le-Bouillet, on arrive d'une grande route vers un espace très restreint. Donc c'est un véritable entonnoir. Alors s'ils arrivent tout à l'heure à une centaine, il va falloir je vous assure que ça peut faire des dégâts. Et c'est encore plus terrible ici sur la ligne d'arrivée. 4h21 minutes et 33 secondes de course. Tout le monde se tient en 15 secondes et toujours le travail à la sable de Francis de Grève. Gros travail encore. Pour Jelle Van Endert qui se retrouve, Jelle Van Endert qui a la confiance, qui y croit. Il se dit que le mur de Huy doit mieux lui convenir encore que le Cobert. Rodrigo Frank Schleck a crevé. Oh là là. Rodrigo Frank Schleck a crevé à l'arrière. Crevaison, plus mauvais moment. Chance. Non, c'est pas le moment des Radio Shack. Hein, c'est vraiment c'est difficile. Crever là maintenant au pied de la côte d'Amay, c'est un coup terrible pour Frank Schleck. Il peut revenir, mais il va forcément laisser beaucoup d'énergie dans cette chasse. Il n'y a pas beaucoup de coureurs de chez Radio Shack qui se sont laissés descendre. Hein. Alors qu'on a vu Daven Heinz et Nicky Sørensen notamment aux avant-postes. Et voilà donc la crevaison de Frank Schleck. Ah oui. Pas de chance, vraiment. Ça fait partie du cyclisme, c'est vrai, mais les Schleck ont souvent de la malchance. Hein. C'est vrai. Un peu trop souvent, je trouve. Le voilà seul dans les voitures. Alors c'est vrai que le fait de ne pas faire attendre... Et Deven Heinz aussi. Crevaison pour Deven Heinz. A crevé. On a mis des clous là ou quoi? Faites attention à vous aussi. Hein, non, c'est Soetjen. Ah, problème mécanique, c'est Soetjen pour Deven Heinz. Mais de toute façon, il est à l'arrêt. Alors qu'il était dans les 10 premiers, Deven Heinz. Décidément. On se souvient des ennuis mécaniques de Sanchez dimanche dernier. Et De Weert est là pour l'attendre et Backlund s'est laissé descendre aussi. Oui, c'est normal. C'est normal, ce sont les deux leaders qui ont été victimes d'ennuis là, dans cette montée. Et Glinski attaque. On a ainsi aperçu Jérôme Koppel. Alors que le ralenti vous montre Deven Heinz, vous voyez, à l'arrêt. Nouvelle attaque de Glinski. Déjà très enjambé, c'est Rojas qui sort avec l'équipier de Van Endert dans la roue.
Est-ce que ce serait Jürgen Van den Broek qui nous a fait une très belle deuxième ascension du mur. Et ça va pas faire les affaires de Frank Schleck qui est en train de chasser dans les voitures. C'est vrai. Évidemment, plus on se rapproche de l'arrivée, moins on a des périodes de temps mort. On est à 15 km de l'arrivée. Voilà Frank Schleck toujours dans les voitures. Oui, qui se retrouve malheureusement avec des coureurs qui vont se faire décramponner eux. Et Visconti qui réaccélère à l'avant. Oui, on a vu que Bellemaker se lâchait prise et c'est au tour de Roux aussi. On n'a donc plus que Visconti et Slachter dans la Côte d'Amé. Les hommes les plus frais. Alors un peu plus loin, Iglinski qui est sorti avec 3 coureurs. Et je me demande s'il n'y a pas encore Bardet d'ailleurs. Voilà le sommet de la Côte d'Amé. 14 km 800 de l'arrivée. Petit moment de récupération pour Slachter, mais très relatif évidemment. Oui, on a à peu près 5-6 coureurs qui sont en train d'essayer de faire la jonction derrière. Et c'est un équipier de Van Endert qui a pris le relais carrément. Jürgen Van den Broek. Oui, à son allure j'ai l'impression. Avec Bardet, Iglinski, Rojas. Un petit format qui pourrait être Freire. Mais là on est un peu loin. Ah, on temporise un peu. Oui. On voit que la route redevient très humide dans cette descente. Et alors là, les coureurs vont descendre et arriver très rapidement dans l'avant-dernière difficulté. Donc il ne faut pas traîner à l'arrière, il faut vraiment essayer d'être... Je rappelle, comme la route est humide, attention, on arrive d'une grande route et on va aller dans une route beaucoup plus étroite. Les coureurs, la plupart, ont effectué la reconnaissance, certes. Voilà, regroupement. On se dirige. Donc la route est vraiment glissante, attention. Et c'est Rojas qui est en train de relancer maintenant. Avec un co-l'équipe Vacansoleil, c'est Lagoutine qui est en deuxième position. Lagoutine ou Albacini? Ah oui, vous avez peut-être raison. Albacini peut-être. C'est un Greenedge. C'est Albacini pour Greenedge. C'est Albacini, absolument le double vainqueur d'étape sur le Tour de Catalogne. Attention à Albacini hein, qui est aussi en bonne condition. Oui, mais c'est Albacini, vous avez raison. On s'accorde pas. Pas d'entente. C'est donc bien Van den Broek qui se trouve là. La seule chose qu'il y a, c'est que ça n'est pas Bardet. Je pense que c'est Cherel, le coureur de AG2R. Oui, peut-être. Mais j'ai l'impression qu'on ne s'entend pas. Vous voyez, on se redirige vers un regroupement. Mais l'enseignement de cette dernière phase, c'est quand même de voir les coureurs de la Movistar essayer de durcir la course. Alors, est-ce que Valverde n'est pas dans un grand jour? Ou est-ce qu'il leur a demandé tout simplement de tenter quelque chose? Moi, j'aurais plutôt tendance à croire que Valverde n'a pas de super sensation aujourd'hui. Et on temporise. Oui, parce que après coup, on avait aussi compris que Rodriguez, la semaine dernière, avait donc demandé à Freire d'y aller parce qu'il ne se sentait pas trop bien. Exactement. Sinon, on joue véritablement la carte du coureur qui se sent super. Probablement Nibali souvent, aussi. Quand on voit un fidèle lieutenant d'un leader qui attaque dans les 20 derniers kilomètres, c'est que le leader... Souvent, le leader est pas au top. Pas dans une grande journée. C'est pas systématiquement ça, mais enfin... Philippe Gilbert, un peu esselé, je trouve aussi. Oui, il est très seul. Manque de soutien. C'est important dans le final de la Flèche Wallonne d'avoir un ou deux coureurs pour vous repositionner. C'est vrai que c'est un des paradoxes. Il n'avait pas les bonnes jambes sur le Tour des Flandres, alors que cette année, il avait une équipe meilleure que l'année dernière sur les Flamandes. Et sur les Wallonnes, on a l'impression que l'équipe était quand même plus performante l'année dernière, certainement avec Van Endert, avec Van den Broek. Oui, l'équipe est un peu plus dispersée, j'ai l'impression. Oui. Et nouvelle accélération de Visconti. Avec le grand Tendam. Oui, mais bon, sur des routes comme ça, c'est difficile de... De nouveau Feillu, Iglinski, Van Endert. Ouais. On n'arrive pas à faire la décision. Vous voyez, c'est des routes qui sont quand même propices à un peloton compact. Et donc, c'est difficile de fausser compagnie. Et le nombreux public ici présent sur le Mieux de Huy qui vient d'être arrosé comme c'est pas possible. Maintenant, un petit rayon de soleil. Terrible, du parapluie aux lunettes de soleil. Ça fait du bien. On ne sait plus quoi faire.
Regardez cette image d'hélicoptère avec la pluie. Et là, on va retrouver une grande portion large. Vous voyez, Feyu. on temporise. Feyu et Glinski. Alors, qui est-ce qui attaque là? Tout le monde peut jouer sa carte chez Lamprey, puisque vous le savez, Cunego n'est pas là. Valverde qui revient aux avant-postes quand même. Oui, mais ce qui est surprenant, c'est de ne voir aucune équipe décider de prendre la direction des opérations. On est à presque 10 km de l'arrivée. S'il n'y avait pas eu Van Avermaet dimanche dernier, c'était la même chose. Voilà, on n'a pas d'équipe capable de mettre 3 ou 4 coureurs capables de donner le rythme, le tempo et d'amener un leader. Donc c'est surprenant. Sant'Ambrogio qui vient se placer aux avant-postes. Et Rodrigo, Frank Schleck qui va réintégrer le peloton, mais au prix d'un effort incroyable. Oui, ça risque de payer dans la dernière ascension. Image, Franck dans la roue d'ailleurs de son petit frère Andy. Et nouvelle attaque. Kirienka, non? Oui, c'est bien vu. C'est bien Kirienka, tout de suite avec un équipier encore de un Rodriguez. Movistar. Je pense que c'est Vicioso, c'est le petit Vicioso qui avait beaucoup travaillé dans l'Amstel Gold Race. Vicioso. Alors c'est difficile pour Kirienka puisque Vicioso, étant équipier de Rodriguez, ne va sûrement pas relayer le coureur de la Movistar. Vous voyez, un petit geste de la main, mais il lui dit je suis désolé, je ne peux pas passer. Nous, chez nous, c'est tout pour Rodriguez. Ça mérite d'être clair. Voilà. Vicioso 6e au sommet du mur de Huy en 2005. C'est déjà quand même un moment, mais on sait que Vicioso, maintenant avec l'âge, se met au service complet de ses leaders. Et ce qui est amusant, c'est que Rodriguez, le leader de Vicioso, a quand même été longtemps le lieutenant du leader de Kirienka, de Valverde. Exactement. Et que c'est la première fois qu'ils sont véritablement adversaires, puisqu'il y a eu la longue suspension de Valverde. Oui, on va retrouver un match. C'est la même chose côté belge, hein, avec Van Endert et Gilbert. Oui, Van Endert qui avait... Attention. Alors voilà, regardez. Le virage. Virage. Et on va chercher la côte de Villers-le-Bouillet maintenant. Presque à l'arrêt. Oui, avec quelques mètres d'avance pour Kirienka et Vicioso. 1 km 200 à 7,5%. C'est de nouveau Iglinski qui revient. Celui-là, il est en forme. Oui, il est dans une bonne passe. Et il y va, Iglinski. Là, on est à l'arrière du peloton. Oui, il est en train de se détacher. Alors là, on a des pourcentages qui sont peut-être plus propices justement à provoquer des mouvements de course. Il reste 1 km avant de basculer. Pas de véritable réaction Gilbert pour le moment. est très bien mis aux avant-postes. Van Endert également. Rodriguez est là. Crevaison pour l'Astras, c'est encore un fidèle lieutenant de Valverde, ça. Ouais, et Dries de Venijn, c'est loin. Il est loin derrière. Eyssedal est en train de revenir. Oui, c'est le grand Canadien qui fait l'effort. Eyssedal avec les mains en haut du guidon. Et le peloton, puissance. Oui, le peloton qui reste sous la conduite des Katusha. Vous voyez, on assure un tempo. Oui, les Katusha qui contrôlent pour le moment, je dois dire, remarquablement cette course. Qui font pour le moment une course parfaite. Ouais, voilà. Oui. Leur but étant d'amener Joaquim Rodriguez dans les meilleures dispositions sous la flamme rouge. Ce que Rodriguez disait, il ne disait pas à l'interview, mais ce que disait Rodriguez, il faut quand même que je retienne aussi les leçons de mes erreurs de l'année dernière, où je me suis laissé enfermer, j'étais un peu trop loin, j'étais surpris par l'attaque de Philippe Gilbert. Donc ici, Rodriguez doit pouvoir essayer de retenir les leçons, et apparemment, en tout cas, c'est ce que ses équipiers essayent de faire, c'est de l'amener dans les meilleures conditions. C'est le but. Et Eyssedal qui essaie, lui, d'étirer ce peloton. Dans une équipe Garmin où on peut se demander avec le travail d'Eyssedal qui est le leader. Est-ce que c'est Martin qui ne confirme pas, l'Irlandais? Est-ce que c'est Lemaivel qui a fait un top 10 l'année dernière? Ou est-ce que c'est Wegman qui a fait un top 10 à l'Amstel Gold Race? Probablement Wegman. Pas mal de coureurs Astana. Vous voyez, on a 3 coureurs dans les 10 premières positions. On a Albazini pour Kizerlovski et Gasparotto. Et Eyssedal qui relance. Et Eyssedal encore avec Iglinski. Iglinski fait le travail pour Kizerlovski et pour Gasparotto. Et du côté de Katusha, on ne s'inquiète pas, on continue son tempo. On se dit que 2 coureurs à moins de 9 km de l'arrivée, c'est pas inquiétant évidemment. On a perdu Losada et Florencio, mais il y a encore Vicioso, vous l'avez vu. Trofimov a beaucoup travaillé, reste Vorganov. Et alors pour les dernières œuvres, il y a peut-être Moreno et Freire. Ouais, vous voyez, on n'arrive pas à faire la différence. On n'arrive pas à sortir. Et là, on se retrouve avec des coureurs en difficulté. Veukelon notamment, et là on est loin. Des coureurs qui ont travaillé aussi.
Et je parlais justement de Vorganov, c'est le coureur qui était là. Et on va peut-être découvrir l'autre. Grifko qu'on a passé aussi. Et c'est bien Trofimov. Hein. Ils ont travaillé beaucoup, hein, ces coureurs. Et voici Andy Schleck. Ouais, c'est normal. Qui vient d'être passé. De Greef aussi, que l'on retrouve ici, le grand équipier de Van Endert qui a beaucoup travaillé. C'est normal, mais c'est quand même inquiétant. Et attaque maintenant d'un coureur de la formation. C'est Nordog peut-être. Est-ce que c'est alors oui, c'est celui qui est tombé dans le Coberg. Voilà, que Cunego a complètement balancé dimanche dernier. Chez Sky, où on attend peut-être les Colombiens, Uran et Now. On a quelques cartes à abattre du côté de la formation britannique. Alors bon, maintenant ça va être difficile parce que vous voyez, les coureurs viennent de tourner. Ils vont reprendre le vent complètement défavorable pour se présenter ici au mur de Huy. Et c'est difficile à deux de résister à un peloton organisé. Et de nouveau, et encore Peter Northaug. Et Eizedal qui continue, qui ne veut pas laisser partir quelqu'un. Alors attention, hein, c'est quand même deux coureurs en bonne condition. Hein. C'est de bons rouleurs, on ne peut pas leur laisser une minute. Northaug, 29e ici il y a 2 ans, qui a gagné le trophée Deia, qui était 6e du Tour du Pays Basque et qui se trouve donc à l'attaque avec Eizedal. 15e dimanche au sommet du Coberg. Voilà, et qui travaille la formation Lotto de Jelle Van Endert et celle de Joachim Rodriguez. C'est tout à fait logique. Voilà, c'est logique. Vous voyez, 2 coureurs, 7 km 700. On peut leur laisser 15 secondes sans problème. Il y a 12 mois, tout le poids dans cette circonstance aurait été sur les épaules évidemment de Philippe Gilbert et des siens. Évidemment. Les choses ont changé. Et donc il n'y a plus que le mur de Huy avec ces 2 grands garçons. Voilà, mais attention, ces 2 hommes en bonne condition. Et on ne peut pas les laisser véritablement, il faut les maintenir dans un mouchoir de poche, c'est-à-dire une vingtaine de secondes. Vous voyez, ils profitent du sillage des voitures qui précèdent aussi. En effet, il ne faut pas qu'ils aient 40 secondes au pied de... non, sinon les carottes sont cuites. Vous voyez là, on a les photographes, les motos, alors ça réduit le vent de face évidemment. Oui, et Eizedal qui était aussi... Cédric Vasseur, un grand spécialiste du VTT, il fut vice-champion du monde de VTT. On dit parfois, Toro a raison, que ça peut servir dans des routes comme ça. Ouais. Il a gagné ici Cadel Evans. C'est un peu une course de montée de VTT, le mur de Huy. Voilà, plus de bidon pour ces 2 coureurs. Ils se sont complètement débarrassés de tout leur poids. Et les coureurs sont à pâturage, à 6 km de l'arrivée. Voilà, on annonce 6 secondes. Évidemment, c'est pas suffisant à se présenter ici sous la flamme rouge avec 6 secondes d'avance en ayant dépensé beaucoup d'énergie. On est obligé de s'écraser. Mais le bras de fer est clairement engagé entre ces 2 hommes et les formations Katyusha et Lotto qui sont en train de contrôler le peloton derrière. Si on prend les grands favoris, qui a dû faire des efforts? Personne. Non. Hampton, Gilbert, Mollema, Nibali, Rodriguez. On ajoute Van Endert. Bon, les Schleck, Andy a fait beaucoup d'efforts et Franck a été victime d'une chute. Ça, c'est quand même embêtant. Uran est tombé en début d'épreuve. Il faut voir quelles seront également les conséquences. Mais à part cela, ils ont tous été épargnés. Ils ont tous été épargnés, évidemment. Donc on risque d'avoir tous ces favoris qui arrivent avec une autonomie quasiment pleine au pied du mur de Huy. Donc une véritable bagarre avec parmi ces hommes. Dans le moteur. Exactement. Pour l'instant, on a l'impression que voilà, le soleil est revenu sur la ligne d'arrivée. Ça, c'est plutôt bon signe aussi. Attention aux voitures stationnées sur la gauche. Oui, on a perdu quand même quelques unités dans ce peloton. Et on travaille pour Rodriguez. Voilà, vous voyez Frank Schleck sur la droite avec son allure caractéristique. Donc on ne pourra pas dire que cette année, l'introduction des Côtes d'Amet et de Villers-le-Bouillet ait changé la donne. Non, pas véritablement. Je rappelle quand même que la dernière fois que cela s'est joué autrement que dans le mur, ça remonte à la victoire d'Astarloa en 2003. Ils étaient partis à 14 au premier passage du mur. Il n'était plus que 2 avec Ossa au deuxième passage. Donc depuis 2004, c'est donc la 9e fois consécutive que
c'est un groupe imposant qui va se disputer la victoire dans le mur. Voilà, alors les deux dernières difficultés auront peut-être eu le mérite de fatiguer certains coureurs, à la différence des années précédentes. C'est-à-dire que... Plus que Benin, oui. Oh, non, je pense pas. Non, hein. Benin, quand même difficile, oui, absolument. Non, et puis vous voyez, ces grandes lignes droites sont quand même pas des routes. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça vous encourage pas à sortir, surtout. Ça ne vous encourage pas à vous lancer dans la bagarre. Bon, et puis la météo, vous le savez, de toute façon, la chaussée, elle est glissante. Ça, c'est une évidence. Oui. Les conditions, je pense que pour trouver plus mauvais qu'aujourd'hui, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il faut remonter à la victoire de Bartoli en 1999. Là, il avait même fait une échappée sous la neige, donc là, on ne compare même pas. Et la météo ne devrait pas s'arranger pour dimanche. Hein. Non, non. Non, et les coureurs devraient garder maintenant jusqu'à la ligne d'arrivée une chaussée comme ça humide, donc il faut quand même être vigilant. On va descendre sur Rouy avant de remonter sur cette dernière partie. Pourrait donc avoir un soleil radieux et une route complètement mouillée à l'arrivée. Donc de belles images en tout cas, c'est déjà ça. Peut-être un arc-en-ciel. Pour nous, peut-être un arc-en-ciel. Je vous assure que Cavendish n'a aucune chance. Il n'est pas là. C'est Criquillon qui est le dernier à avoir gagné ici avec le maillot arc-en-ciel. C'est le seul à oui. Hein. Les autres, Kubler, Merckx et Van Steenbergen, c'était à une autre époque. Depuis qu'on arrive à oui, Criquillon 85. Il faudra que Philippe Gilbert gagne à Valkenburg ou à Florence dans les deux lors des deux prochaines éditions. 3 km, 12 secondes. Alors attention quand même. Moi, je leur donne maximum 15-20 secondes. À partir de 20 secondes, ça peut être jouable. Le tout, évidemment, est de savoir si ces deux-là vont collaborer jusqu'à la flamme rouge ou si... En tout cas, ils y vont. Hein. Ils donnent tout, c'est bien. Ce sont d'excellents pilotes. Je rappelle quand même que Nordock était très bien placé lorsqu'il est tombé dans le sillage de Cunego. Cunego a encore pu franchir la ligne dimanche à la 31e place. Pas Nordock qui est remonté dans la voiture. Donc sans gravité puisqu'il est là. Et Théo de Jong, que vous connaissez bien, vous disait déjà qu'il était bien. Il m'a dit qu'il fera un top 10 à la Flèche Wallonne. Donc là, alors il ne faut pas qu'il soit repris parce qu'avec les efforts effectués. Mais enfin, c'est une indication. Il a tenté, hein, de toute façon, il a tenté. Alors, c'est vrai que sur le papier, sur les références de ces dernières semaines, je donne quand même un gros avantage aux coureurs norvégiens, surtout sur une ascension comme celle-là. Voilà, ils vont passer le pont, vont prendre à gauche au bout et ils vont apercevoir la flamme rouge. Vous voyez Nordock qui est en train de... 12 secondes, ça veut dire que est-ce qu'on est obligé, avec cet écart-là, de voir quelqu'un faire un petit peu ce que Gilbert a fait dans le Cobert, c'est-à-dire de ne pas attendre trop longtemps. Et ça, c'est peut-être pas excellent pour Philippe, ça. Non, et surtout sur un coureur comme Nordock, comme je vous dis, il vient vraiment, il sort du Pays Basque, qui a de bonnes sensations. Et c'est quand même un coureur à qui on ne peut pas laisser une quinzaine de secondes sous la flamme rouge. On n'est pas en file indienne. Non. Hein. Non, je crois que les coureurs de Katusha et Lotto ont tout donné. Voilà, c'est la portion qui va maintenant être déterminante. Est-ce que ces coureurs vont ralentir un peu, ce qui serait logique pour souffler avant de... Déjà le virage à gauche. Oui, la flamme rouge qui va se à eux. Et ça, logiquement, c'est une portion qui est quand même favorable au peloton, puisque là, on va avoir des coureurs qui vont se sacrifier pour leur leader. Regardez, hein, il y va, Essiedal, il y va, il veut, il connaît bien. Die. Essiedal, Nordock, est-ce qu'on peut avoir une énorme surprise aujourd'hui? Il faudra peut-être prendre ses responsabilités assez tôt. Dès le début, pour essayer de fondre sur... Attention un peu, vous savez, quand on a fait des efforts comme ça avec le froid, on peut se retrouver à l'arrêt très très vite. Hein. 13 secondes, c'est de toute façon... Il en faudrait de toute façon 20 de plus pour qu'il soit tranquille. Voilà, il faudrait une vingtaine de secondes sous la flamme rouge pour vraiment pouvoir envisager. 11 secondes sous la flamme rouge, c'est pas suffisant. À mon sens, c'est pas suffisant. À moins d'un exploit exceptionnel. Mais ça va obliger... On ne pourra pas avoir une course d'attente dans les premières centaines de mètres. Ah, vous voyez, ils sont là. Donc, qui va être le premier, justement, à lancer les hostilités? Pourquoi pas un Jürgen van den Broek pour Jelle van Endert? C'est possible. C'est très possible. En tout cas, et Essiedal est en train d'essayer de lâcher Nordock. Ouais, il est en train de me faire mentir. Essiedal est en train de lâcher Nordock. Il lui a pris 2 mètres, mais Nordock se serre les dents, revient. Il se lance dans le mur de oui avec une... Il n'avait pas le choix. Hein. Ouais. J'ai bien peur que dans le virage en S... La masse arrive. Et Nordock qui va produire son effort. Vous voyez, hop.
Il y va. Il est parti. Voilà, accélération du Norvégien. Le Canadien est cloué sur place. Il a mieux géré son ascension déjà pour le moment. Du côté de Eyssedal, on a été un petit peu Alors, gourmand. Van Endert. Moreno devant Rodriguez. Oui, Albazini aussi. Van den Broek à droite. Gilbert est choisi la route Rodriguez, Gilbert, Oui, pour le moment. Pouls qui est présent aussi. Kizerlovski. Henao. Valverde un peu en retrait. Il Ouais. vient de passer là maintenant avec son casque. Il est un petit peu en retrait. Je vois pas Schleck. Non, Maxime Montfort qui est passé. Frank Schleck qui vient juste de Alors, passer. Les Et deux c'est Van hommes de den Broek. près. C'est Van den C'est Broek qui lance. qui emmène Pour l'instant, bon parfaitement travail. pour Van Ouais, Endert. exactement. Gilbert est un peu en retrait. Donc Eyssedal qui continue. Albacini en deuxième position. Rodriguez Oui, et Van Endert qui marque. qui prend Ouais. la roue de Rodriguez. Il marque Rodriguez à la culotte. Rodriguez qui est en train d'essayer de faire son effort. Albazini, Rodriguez, Van den Broek, Van Endert, Gilbert. Et puis on a Kizerlovski. Anton aussi pour la formation Scatel, mais trop loin. Oui, mais et il est trop loin. il attaque Rodriguez. Rodriguez est parti. Il s'en va. Rodriguez est parti, il s'en va avec Van Endert et avec Gilbert. Les deux Belges. Ah là là, Rodriguez est parti. Il est parti. Il est parti, ça va être difficile. Il fait exactement ce que Gilbert a fait l'année dernière. Oui. Il est parti pour Ito. Cross démonstration. Rodriguez et ses 55 kilos. Est-ce qu'il sera capable d'aller jusqu'au Est-ce bout? qu'il peut tenir? Où sont nos deux Belges? Oh, il a mis une attaque. Et c'est Albazini. Et Van Endert est en train de coincer un peu. Philippe Gilbert qui va essayer de faire Et un podium. Nibali est là aussi. Purito Rodriguez, on l'appelle Purito le cigare parce qu'il gagne avec tellement de facilité. Il va le faire. 2 fois deuxième. Ah oui. Derrière Evans, il y a 2 ans. Derrière Gilbert. Et c'est Philippe qui est en train de Et c'est sortir. Philippe Gilbert qui essaie de faire encore un podium. Il n'est pas si loin. Philippe Gilbert de sa grande forme. Et Rodriguez est au-dessus du lot. Rodriguez va gagner. Rodriguez qui va enfin gagner une grande classique. Il était numéro 1 mondial il y a 2 ans. Est-ce que Gilbert peut encore faire un podium? Le podium, c'est entre Gilbert et Van Endert. Albazini en deuxième position. Et Rodriguez qui se relève. Et voilà le cigare. Albazini deuxième. Il était le grand favori et il gagne. Et pour la deuxième place, Albazini et Gilbert est quand même troisième. 4 Van Endert. 5 Kizerlovski. 6. La 6e place pour Maolema, non? 7 Mollema, 8 Ulissi, 9 Nibali. On a vu aussi Henao passer avec Henao, je pense qu'il fait 6. Nocentini. Geising qui passe à l'instant. Quel effort de Joachim Rodriguez. Il a fait exactement ce que Gilbert a fait l'année dernière. Il ne s'est pas laissé enfermer. Bert Doal qui vient de passer. Doal qui termine maintenant avec Montfort. Van Avermaet qui arrive maintenant, mais ils sont trempés, les coureurs. Bon pour les soreuses, véritablement. Avec Jérôme Pinault. Et il l'a fait pour Ito. Oui. Il l'a fait. Il était le grand favori. Et Valverde qui passe Pas seulement maintenant. C'est très mauvais pour dimanche. Hein. Mais attention, hein, sur ce qu'on voit aujourd'hui, quand je vous dis que Gilbert est mieux qu'hier et moins bien que demain, 12e à la Flèche Brabançonne, 6e à l'Amstel Gold Race, 3e aujourd'hui, 3e. Bravo à Rodriguez. Quelle ascension. Mais on dit depuis des années que c'est de toutes les classiques celle qui est faite à sa taille, à sa mesure. Il est dans les bras de Moreno. Ce qui était presque incompréhensible, c'est qu'il n'ait pas encore réussi à gagner juste ici. C'est une arrivée qui lui convient à merveille. Il sort du Pays Basque, les conditions météo étaient les mêmes. Et c'est vrai qu'avec son gabarit, avec les braquets à utiliser sur cette ascension, je crois que c'est logique de le voir au moins une fois inscrire son nom au palmarès de la Flèche Wallonne. À 33 ans, le Catalan remporte sa première grande classique. Enfin, on avait eu déjà un Murcien, on avait déjà eu un Basque, mais jamais un Catalan. Purito Rodriguez est le 3e Espagnol à remporter la Flèche Wallonne. Il était indiscutablement le plus fort aujourd'hui. Aucun doute là-dessus. Rodriguez, Purito, le cigare, parce que ce geste d'aisance lors d'un succès qu'il a regardé le bonheur. Et il n'est pas loin derrière Philippe Gilbert, il a tout donné. On voit une belle deuxième place pour Albazini. Oui, qui a fait une belle ascension. Et Philippe qui a manqué pas grand-chose, hein, vous voyez, qui est présent aussi. 3 Gilbert, 4 Van Endert. 5 Nibali, c'est quand même
Beau palmarès. Et c'est vrai qu'il faut quand même souligner tout le travail de la formation Katusha aujourd'hui. C'est quand même récompensé par une belle victoire. Ils ont pris leurs responsabilités. Rodriguez n'a pas failli. C'est vrai que quand on voit ce que Bonen a fait au Tour des Flandres à Paris-Roubaix, c'est le résultat d'une grosse équipe. Ici, c'est la même chose. Dans une moindre mesure, on peut aussi dire quand même qu'Astana a été très bon collectivement aussi dimanche dernier. Donc regardez, c'est bien d'être le plus fort, mais il faut quand même avoir l'équipe avec soi. Évidemment. Et là, l'attaque, donc, je dirais à 50 mètres près au même endroit que Gilbert. Voilà. Et Van Endert qui était bien placé, qui était dans la route pour Ito. Il n'avait pas les jambes. Il n'avait pas pu y aller. Voilà, il n'a pas pu aller. Mais c'est une question pure d'explosivité, de giclette. Hein. Voilà, exact. C'est une question de gabarit, de rapport poids-puissance. Vous voyez, avec 55 kg, il a besoin de développer beaucoup moins de puissance pour monter ce mur de oui. Mais Van Endert avait flairé la bonne roue. Gilbert était dans la roue de Van Endert. Après, évidemment, c'est les jambes qui parlent. Et c'est aussi probablement le travail effectué sur les routes du Pays Basque qui en sont pour quelque chose. Il était numéro 1 mondial en 2010. Il ne faut quand même pas l'oublier, ce garçon. Il vient pas de nulle part. Et donc après 2 deuxièmes places ces 2 dernières éditions, il la gagne, sa flèche, le Catalan, qui avait déjà gagné à Ofida sur Tirreno Adriatico et 2 étapes sur le Tour du Pays Basque. C'est donc sa 4e victoire de la saison, sa 30e victoire.